Alors, après ce préambule, le film commence. C'est le soir donc du 31 octobre 1977. Et les studios de Night Owls, donc les chouettes de la nuit, avec Jack Delroy, se préparent à vivre l'une des nuits, effectivement, les plus chaotiques de l'histoire de la télé, et le mot est faible. On nous balance comme ça directement, effectivement, dans le bordel un peu de la préparation d'une émission. On est dans les coulisses, les techniciens savent faire, on ajuste les micros, on calibre les caméras. Bref, on fait semblant pour rendre le décor crédible. Et dans ce bordel de décorum, justement, entre en scène Jack Delroy. Alors, il est visiblement nerveux, il est ému. Il a toujours ce petit sourire aux lèvres alors que le générique retentit avec ses petites entrées sur la musique d'un petit orchestre d'accompagnement. Et à ce stade du film, on se dit que sa nervosité, c'est sans doute lié au pari de cette émission spéciale. L'avenir de Night Owls, et donc quelque part sa propre crédibilité, sont en jeu. Il faut que cette émission spéciale Halloween fasse un carton. Et donc, qu'est-ce qu'on nous a préparé pour ce soir? Donc, hors plateau, on a donc des invités, donc un casting assez bigarré, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, mais je vais détailler un peu plus ici. Alors, nous allons d'abord recevoir Christou, un médium qui joue un accent hispanique alors excessif, qui cabotine à mort, et effectivement qui va amuser la galerie, au début en tout cas, pour peut-être mieux les retourner dans un moment plus sérieux et convaincant. Alors Christou, c'est vraiment le médium télévisuel par excellence. Il est à mi-chemin entre le gourou et le chef d'orchestre. Il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien comment se comporter devant la caméra. Ce qu'il fait, il ne le fait pas pour la personne auprès de qui il fait sa lecture, donc la personne qu'il est censé conseiller. Il se positionne, il transmet ses divinations, on va dire vraiment pour la caméra, pour le public. C'est pour ça que je dis que c'est le médium télévisuel par excellence. Alors comment il explique ses pouvoirs? Christou nous dit tout simplement que c'est une antenne humaine. Telle une antenne radio qui capterait les ondes FM, lui il capte les ondes des morts qui reviennent régler leur compte. Donc c'est la raison pour laquelle les morts traîneraient encore sur Terre. Et ces morts sont encore plus agités, on va dire, la nuit d'Halloween. C'est pour ça que c'est le moment idéal de le voir faire une démonstration. Et j'ai trouvé ce personnage vraiment convaincant, vraiment excellent, très charismatique. Il incarne comme ça une forme de mysticisme mais complètement gonflé à l'hélium. Et c'est bien ce qu'il faut, il est taillé pour le direct. Et j'aime bien ce paradoxe, il prétend révéler l'indicible, l'invisible, mais il le fait avant tout pour la caméra. C'est génial. Alors, à l'opposé, après le médium, arrive Carmichael Haig, qu'on va juste appeler Carmichael, un ancien magicien, mais reconverti en investigateur sceptique du surnaturel. Il n'y croit plus. C'est une grande gueule, c'est un esprit corrosif, il est très rentre-dedans, il est là pour défendre le rationalisme. C'est lui le rationaliste de la soirée. C'est un contrepoint face au mysticisme de Christou, justement. Et donc chacun son rôle, on va tout de suite l'échiquier tel qu'il est préparé pour l'émission pour que les échanges soient intéressants. Carmichael, c'est lui qui est censé bousculer les croyances et balayer les impostures. Du fait qu'il était avant un magicien, son ancienne profession lui permet justement de mieux révéler les tours de passe-passe, les illusions, etc. Et pour toujours faire dans le flambant, dans le magnifique, on se rend compte qu'il est toujours dans son rôle de magicien, même si effectivement l'intention n'est plus la même. C'est-à-dire qu'il devient un magicien contradictoire. C'est le magicien qui dévoile son tour. Un magicien, normalement, cache ses tours. C'est tout le travail du magicien, cette recherche perpétuelle de l'illusion parfaite qui ne dévoilera certainement pas parce que c'est son gagne-pain. Eh bien, Carmichael arrive à sortir son épingle de ce jeu-là. Plutôt que de se laisser aller dans cette course sans fin et essayer de se distinguer entre magiciens, parmi les magiciens, Carmichael, c'est celui qui se retire de cette masse et qui dit non, moi je suis le magicien qui vient détruire la magie. Faire tomber le rideau de la magie, briser la magie de la magie, si on veut. Et ça marche très bien, ça le fait sortir du lot, et effectivement, ça fait qu'on va plutôt l'inviter sur les plateaux comme ceci, là où en tant que magicien, sans doute, il aurait été un magicien assez médiocre, en tout cas, pareil que les autres. Mais il a quand même gardé toute la méthode. Il est très pompeux, il est très spectaculaire, et il se balade comme ça, d'ailleurs, avec un chèque de 100 000 $ qu'il promet de remettre à quiconque lui apportera une preuve du surnaturel, ou du paranormal. On va le préciser un peu plus par la suite, mais on voit bien que voilà, encore une fois, c'est une façon de faire parler de lui. C'est très facile de retenir à Carmichael, tu sais, cet ancien magicien qui se balade avec un chèque de 100 000 $ si jamais on arrive à lui prouver que la magie n'existe pas. Ça, encore une fois, ça marche très bien en termes de stratégie marketing, c'est du spectaculaire. C'est beaucoup plus facile de retenir Carmichael, le magicien sceptique qui promet 100 000 $ à quiconque arrivera à le convaincre. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il utilise encore une fois des effets de scène pour affirmer quand même son rationalisme. Et il y a un moment comme ça, il montre le chèque devant la caméra, il demande bien à ce qu'on zoome dessus, c'est magnifique. Comme tous ceux qui vont passer là à l'écran, à la télé, dans cette émission, il incarne l'illusion de rationalité. Il incarne la rationalité médiatique. C'est-à-dire c'est un discours qui prétend désenchanter, mais qui enchante. C'est un discours qui se sert et qui sert du spectacle. Il a besoin du spectacle pour exister et il est spectacle. Et c'est pour ça que ce n'est pas un besoin chez Carmichael de démasquer les choses de manière discrète, raisonnée, scientifique. Non, il a ce besoin de démasquer haut et fort. Cette posture qu'il se donne de justicier rationnel, il faut que ça devienne une performance mégalo. Mais tout simplement parce qu'il ne cherche pas la vérité, en fait, il cherche juste le clash. Ce qui en fait donc un sceptique parfaitement taillé pour la télé. Et arrive enfin le clou du spectacle, ou le clou du cercueil de ce spectacle,
la parapsychologue June Ross, qu'on va juste appeler June, qui est convaincue de pouvoir percer le mystère de la possession. Et elle est accompagnée de sa patiente la plus intéressante, Lily Dabou, qu'on va aussi juste appeler Lily. Alors, je rappelle juste peut-être rapidement que le parapsychologue, c'est quelqu'un qui étudie les phénomènes inexpliqués avec une approche scientifique. C'est-à-dire, en fait, ce qui va distinguer un médium tel que Christou d'un parapsychologue, c'est l'explication, peut-être la genèse même du mouvement inexpliqué. Donc, si on doit avoir une lévitation ou si on témoigne d'apparitions fantomatiques, le médium dira que la source est effectivement une dimension autre, des âmes après la mort, l'existence de l'âme, ou l'existence peut-être même d'entités. Si on a un médium un peu plus satanique, on pourrait parler d'existence d'entités, de démons, etc. Et donc là, on est sur du surnaturel. Le parapsychologue va plutôt lui expliquer tout cela par commettant effectivement des éléments existants dont on peut attester, dont on a pu observer, et maintenant toute la démarche scientifique revient à trouver la raison même de cette manifestation. Et la raison devra être quelque chose d'ancré dans la nature. Alors c'est paranormal, c'est à côté de la nature car on ne se l'explique pas encore, mais quand on se le sera expliqué, eh bien comme la gravité, comme tout le reste, ça viendra s'inscrire tout simplement dans la nature, ça viendra s'inscrire dans la recherche scientifique, dans l'expérimentation scientifique, dans quelque chose de mesurable. Alors autant dire que ce n'est pas encore le cas, et donc là aussi nous allons avoir une sorte de dérive de la science vers de l'ésotérisme de Platou, même si vraiment June essaie de se distinguer d'un Carmichael par exemple. Elle ne dit pas que c'est de la supercherie. Elle se dit que les phénomènes existent, elle se prétend de les étudier, de les expliquer scientifiquement. Alors je mets scientifiquement entre guillemets. Parce que justement, si la parapsychologie est vue comme de la pseudo-science, c'est que justement, elle va faillir sur pas mal de points en termes, par exemple, de répétition de l'expérience, de la manière même de peut-être de mesurer les résultats, entre autres, et surtout de la manière de remettre en question leur postulat de départ, c'est-à-dire que tout s'appuie sur une certaine psyché, une sorte de manifestation énergétique. Alors là, je vulgarise à mort, mais voilà. La source serait l'homme, tout simplement. Et donc ce postulat de départ, c'est ça, c'est un postulat. Il n'y a rien qui le prouve, mais on va partir de là déjà. Donc ce qui en fait une pseudo-science. On ne remet pas en question le postulat de départ sur lequel tout s'appuie. Mais c'est dit juste pour cerner un peu mieux son approche. Là où Carmichael, lui, crie à la supercherie. C'est-à-dire que pour Carmichael, dire qu'on arrive à lire dans le futur, dire qu'on arrive à communiquer avec les morts, dire qu'on peut déplacer des objets par la pensée, la télékinésie, en fait, tout ça c'est que du bullshit. Là où June se dit que ça existe et que ça ne demande qu'à être expliqué. Donc June se veut scientifique, elle se veut intègre, mais elle va se compromettre. Elle se compromet déjà dans la mesure où elle ramène une enfant supposément possédée sur le plateau. Et elle le niera peut-être, en tout cas elle ne le présente pas comme ça, je veux dire, mais c'est clairement pour faire le buzz autour de son livre « Conversation avec le diable ». Alors on ne peut pas faire plus titre, plus taclic que ça. Et il s'agit effectivement du livre de ses échanges avec cette jeune fille, Lily Dabou. Et donc on va voir au fil de l'émission qu'elle glisse lentement, déjà elle commence très mal, mais elle glisse certainement vers une forme de complicité, comme ça, morbide, avec les dispositifs télévisuels. Et c'est ce qui fait d'elle, je trouve, peut-être l'invitée la plus antipathique. Tout simplement parce qu'elle engage quelqu'un qui n'a rien demandé. Elle engage dans cette aventure une môme qui n'a rien demandé. Et la môme, c'est justement Lily Dabou. Alors, elle est littéralement le corps sacrifié du direct. C'est la victime silencieuse que tout le monde regarde, mais sans vraiment la voir. Car il n'y a que la chose en elle, ou en tout cas la chose qu'elle prétend être en elle, qu'on veut voir. Et la chose que June, donc la parapsychologue, prétend pouvoir conjurer et contrôler. Donc Lily Dabou, ça ne vous aura sans doute pas échappé, son nom est double. Donc Lily comme Lilith, Diablo bien sûr. Et ce jeu de mots, s'il n'est pas très subtil, dit beaucoup sur son personnage. Donc déjà elle a 13 ans, voilà, donc 13 ans bien sûr, ça va de soi. Et c'est la seule survivante d'un suicide collectif, donc du suicide collectif d'une secte vénérant Abraxas, donc un démon du spectacle. C'est comme ça qu'il nous est présenté du moins. Et cette survie, on finit par comprendre qu'il s'agit bien d'un stratagème de la secte. Secte d'ailleurs dont la tête pensante n'est autre que le maître officiant aux cérémonies du bosquet, là où Jacques a signé. Donc voilà, tout se recoupe, c'est une boucle, c'est formidable. Et donc on peut plaindre l'enfant Lily, parce que clairement, ce n'est qu'une marionnette dès le départ. Alors, elle est soi-disant sous l'emprise de l'entité, mais elle est clairement sous l'emprise de June, elle est clairement utilisée par l'émission. Et le fait qu'elle soit si jeune, ça rend tout cela encore plus pervers, je trouve. Mais là où on peut peut-être moins la plaindre, c'est que finalement, c'est peut-être trop tard. On va vraiment avoir un doute quand on la verra. Est-ce que l'âme de l'enfant est toujours là? Est-ce que c'est une coque vide? On va être amené à penser que son âme a sans doute déjà été délogée au préalable par la secte avant de la relâcher dans le monde, et que quand elle arrive, elle est déjà possédée. Et donc voilà notre panel d'invités, et ce panel n'est pas anodin, il est assez bien construit, il est assez bien pensé par rapport au message du film, parce que chacun des intervenants illustre à sa manière comment le savoir, la recherche, l'innocence peuvent être avalés par le besoin du spectacle. Et chaque invité, finalement, c'est une facette perverse, pervertie, ambiguë de la vérité. Et ça reste comme ça un satellite de ce système autour de Jacques Delroy. Ils ont tous quelque chose à vendre, quelque chose à prouver, quelque chose à masquer.
Et si chacun prétend révéler quelque chose, la science, la vérité, le mystère, la foi, peu importe, tous finissent par servir le dispositif spectaculaire. Et ce dispositif finira par les consumer, au même titre qu'il l'a déjà consumé Jack. Et donc dès les premières minutes de l'émission, l'atmosphère est assez gênante, malaisante, car ça part dans une direction inattendue. Donc c'est le premier invité qui arrive, c'est Christou. Donc bien entendu, les invités vont arriver à tour de rôle. L'idée c'est d'étendre comme ça la soirée, et de les compiler comme ça sur scène, et de gagner en amplitude au fur et à mesure de l'émission. Donc Christou arrive en premier, et il se lance comme ça dans une démonstration de clairvoyance avec énormément d'assurance, et c'est ce qui fait le charme du personnage aussi. Et donc là, il se lance dans une lecture à froid du public. Donc c'est faire, j'entends Maurice peut-être, Monique peut-être. Donc, comme dit tout à l'heure, lui ce qu'il prétend, c'est qu'il est comme une antenne radio et qu'il capte les doléances d'âmes en peine. Et donc les âmes à ce moment-là qui traîneraient dans le studio, comprenant qu'il y a là un médium capable de les entendre, hurleraient leur nom à elles, et non pas le nom de la personne avec qui elles veulent communiquer. C'est ce que je trouve assez bizarre. Alors imaginons que je suis la défunte Monique en question par exemple, et qu'il y a mon mari, le veuf présent dans cette salle, qui s'appelle Jean-Pierre. Mais j'ai envie de parler à Jean-Pierre, je dirais Jean-Pierre, parce que j'ai envie de parler à Jean-Pierre, afin que le médium saisisse mon message et dise, est-ce qu'il y a un Jean-Pierre dans la salle, est-ce qu'il y a un Jean-Pierre? Voilà. Et là, à ce moment-là, je dirais, c'est Monique veut du parler. Voilà. Mais non, apparemment, les esprits lèvent tous la main en gueulant leur nom, Monique, Didier, Raoul, etc. Donc c'est une drôle d'approche quand même. Et voilà, on va dire que les esprits commencent d'abord par se présenter, avant ensuite, comme ça, de dérouler leur doléance. Sauf qu'au début, Christou va complètement se faire troller par un complice de l'émission, c'est-à-dire quelqu'un qui est placé là par Jack, pour à la fois valider ses visions, mais ensuite pour les discréditer. Donc par exemple, il va dire, oui, c'est moi, c'est Monique, c'est ma femme, oui, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Et Christou lui dira, elle est partie, n'est-ce pas? Il dit, oui, bien sûr, elle est partie avec le voisin. Donc voilà, donc il faut complètement se foutre de sa gueule, et le numéro fait un flop, bien sûr. Et c'est là qu'on peut qu'apprécier l'aplomb de Christou, parce qu'en fait, il ne se décompose jamais. On se fout de sa gueule, il est complètement discrédité, rien ne marche, là, il s'est complètement ramassé. Mais non, il s'en fout, il dira juste, non, mais l'esprit s'est barré, je continue, et il va aller viser quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est incroyable. Et donc le public rit, mais lui, il reste sérieux. Et là, tout d'un coup, il se focalise, il se concentre, il repère un couple, enfin une femme et sa fille, et il va faire auprès d'elle une lecture qui fait mouche. Il parle d'un frère mort, donc d'un fils mort pour la maman, qui se serait suicidé sans explication. Et là qu'on voit que la maman comprend, que la fille comprend, qu'elle valide ce qu'il dit, et d'ailleurs, elles ne font pas que valider, c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il annonce quelque chose que la fille ne sait pas, que ce garçon était très attaché à papa. Et la fille dit, non, on n'a pas connu notre père. Et là, la mère dira, mais si, il ne parle pas de son père, mais quand il était petit, ton frère, mais tu ne le sais pas, il avait un nounours qui s'appelait papa. Je dis n'importe quoi, on ne sait pas exactement ça, mais voilà, c'est un peu ça. C'est juste dans l'idée qu'il y a des informations que l'une a, que l'autre n'a pas. Pour dire un peu la portée de cette révélation qui va même surprendre les principaux intéressés. Et là, littéralement, le rire et les murmures du public s'étouffent complètement dans le chagrin de la mère et de la fille. Et ça marche très bien dans ce sens-là, c'est-à-dire que Christou a bien fait de se ramasser dans un premier temps, pour que le public baisse sa garde, pour que même nous, en tant que spectateurs, nous baissions notre garde, pour ensuite faire mouche. C'est là que ça marche le mieux. S'il avait tout de suite commencé, et puis quelqu'un lève la main, oui, et qui, validant tout ce qu'il a à nous proposer, on s'est dit, ça va, c'est un complice. En fait, c'est certain. Du premier coup comme ça, tout marche, c'est un complice. Donc en fait, il commence bien sûr par se ramasser, et donc là, on se dit, mais c'est un fake, ce gars, c'est pas possible. C'est très mal branlé, quoi. Et pour finalement, une fois qu'on a eu ce rire, qu'on s'est relâché un peu, qu'on ne l'attend plus comme ça au tournant, il a foiré, qu'est-ce qu'il peut faire de pire? C'est là qu'il valide, c'est là qu'il confirme. Et même Jack, d'ailleurs, semble touché par cette révélation. Et là, son émotion paraît vraiment sincère, parce que lui aussi a perdu quelqu'un de cher, et il ne comprend pas cette perte. Même s'il n'en parle pas, nous on comprend qu'il ne la comprend pas. C'est une perte soudaine. Et on voit encore une fois à ce moment-là que Jack, on arrive toujours à l'atteindre à travers Madeleine. C'est vraiment Madeleine qui vient briser son masque de présentateur. Et on verra justement à la toute fin, quand ce masque finira par vraiment tomber, ce sera effectivement sur une apparition de Madeleine. Parce que jusqu'à la fin, il va le conserver, ce masque. Alors, si nous sommes bien entendu donc convaincus, moi en tout cas j'étais convaincu, donc des pouvoirs du potentiel de Christou, Carmichael, lui, quand il va arriver, il ne le sera pas du tout. Parce que justement, lui, c'est le sceptique. Et il va ricaner, il va balancer les sarcasmes face à ce qu'il dénonce comme une supercherie. Il va vraiment littéralement presque traiter le public de con. Et peut-être nous aussi en tant que spectateurs. Et en se moquant comme ça de Christou, en le traitant de charlatan, il fait monter en nous un certain agacement vis-à-vis de lui. Parce que nous, on a vu là quelque chose d'extraordinaire, donc on y croit. Mais Carmichael persiste. Oui, mais bon, la lecture à froid, c'est vieux comme le monde, c'est complètement démenti. Sauf que là, quand même, c'était particulier, quand même, ce qui vient de se passer. Et donc, quand Carmichael fait ça, même s'il essaie de ramener la vérité, c'est très paradoxal parce qu'il passe presque pour le connard abusif, il passe pour un bully à ce moment-là. Parce que nous, ainsi que le public, sommes convaincus des pouvoirs de Christou.
grâce à la deuxième démonstration. Sauf qu'on apprend dans un dernier revers qu'un complice de Christou était bien placé dans la salle d'attente du public. Et que bien sûr, il en a profité pour glaner des informations, qu'il a sans doute données à Christou, qu'il les a ensuite utilisées comme il fallait par contre. Donc c'est vraiment un fake finalement. Sauf qu'il y a encore un dernier retournement, il n'y a que des retournements dans cet épisode, juste avant la clôture du numéro de Christou. Donc tout le monde est convaincu, bravo Christou, la maman et la fille sont en pleurs, elles ont un moment qui n'est pas un moment de douleur, c'est aussi un moment peut-être de paix, parce qu'elles ont enfin eu le dernier mot avec ce frère, et donc il peut enfin partir en paix, donc c'est ce que Christou leur dit. Donc une fois que l'âme a dit ce qu'elle a à dire, elle a enfin accès à ce repos, c'est ce qu'il prétend, Christou, et on peut presque le croire, on va presque pouvoir le croire dans la trame de ce film. C'est peut-être pour ça aussi que le fantôme de Madeleine traîne encore dans les coulisses de l'émission. Donc, démonstration remarquable, rien à rajouter, donc Jack va vouloir couper pour passer à une pause publicitaire. Et à ce moment-là, on a tout d'un coup Christou qui abandonne son accent factice, le masque tombe. Il semble en souffrance. Il bafouille, il transpire et puis il crie. Il y a un mot qui vient à lui, mais c'est pas comme les autres mots susurrés, soupçonnés, c'est un mot qui s'impose à lui, qui vient lui exploser le cerveau. Et il hurle Minnie. Est-ce que quelqu'un connaît ou accepte de parler avec Minnie? Est-ce que quelqu'un réclame Minnie? Sauf que personne ne répond. Mais il est tellement insistant que certains essaient quand même de tendre la perche. Donc là, c'est le public qui essaie presque d'aider, de le convaincre. Vous voulez dire Michel, peut-être? Parce que quelqu'un connaît une Michel, sans doute. Non, ce n'est pas Michel, c'est Minnie. Et justement, en temps de lecture froide, un faux médium comme Christou aurait saisi cela. S'il dit Minnie et que quelqu'un dit Michel, peut-être il aurait dit oui, c'est ça, Michel, je me suis trompé, c'est Michel, tout à fait. Non, là, il est absolument clair. Il s'agit bien sûr de Minnie. Et on comprendra que Minnie, c'est tout simplement le petit nom que Jack donnait à Madeleine. Et Christou va même plus loin que ça dans ce qu'il dévoile, dans la douleur à ce moment-là. Minnie réclame un homme qui aurait un anneau de mariage, mais qui ne serait pas marié. On comprend bien sûr que Jack étant veuf n'est plus marié, mais il a gardé son anneau de mariage. Mais Jack ne réagit pas. C'est le seul à comprendre. Si elle avait dit Madeleine, effectivement, on aurait compris que c'est lui, mais Minnie, c'était vraiment un nom, un petit surnom, un nom secret qu'il n'avait jamais partagé publiquement. Et donc, ça se voit que Minnie le cible particulièrement. Alors pourquoi elle s'exprime de manière si énigmatique? Allez savoir. Elle aurait pu juste dire Jacques. Et peut-être qu'il y a un contrat qu'on ignore entre le monde des morts et le monde des vivants, mais toujours est-il qu'elle donne assez d'indices pour que Jacques comprenne, mais Jacques est interdit. Il ne peut accepter cette communication, qui s'adresse clairement exclusivement à lui. Et donc là, on a une bascule à ce moment-là. Minnie qui hante l'émission depuis le début, mais de manière silencieuse, parce qu'on va voir son spectre à droite à gauche, là, elle a saisi une occasion. Alors, on croit que c'est ça. Ce n'est pas certain. On pourrait se dire que c'est peut-être un artifice du démon, parce qu'il y a un démon aussi qui rôde dans les parages. Donc ça pourrait être ce démon qui, voyant Christou ouvert, se proposant d'être habité par des influences autres, extraordinaires, se serait dit, allons-y, pourquoi pas, et qu'il l'aurait possédé. Pour dire Minnie, pour foutre la merde, pour déstabiliser Jacques. On verra aussi la stratégie du démon en particulier tout à l'heure, et qui consiste effectivement à déstabiliser l'ensemble un peu des invités. Donc ça pourrait être le démon. Ou ça pourrait être Minnie qui effectivement tente coûte que coûte de communiquer avec Jack pour sans doute le prévenir. Je penche effectivement pour cette proposition. Donc elle tente de manière très violente, parce que Christou est à l'agonie. Le cabotinage n'est plus, on ne roule plus les airs, on a vraiment sur son visage une peur sincère. Et le fait que la connexion ne soit pas établie, donc Jack qui ne réclame pas ce nom de Minnie, eh bien ça semble presque lui court-circuiter le cerveau. Minnie aurait mis une telle insistance dans son message que le fait que ce message n'atteigne pas son destinataire, eh bien ça semble briser le pont. Ce qui vraiment conforte dans l'idée d'une mise en garde. Et là, Christou est à terre et on bascule sur une pause publicitaire histoire de pouvoir s'occuper de lui. Enfin, quand je dis s'occuper de lui, on va voir qu'il est à l'agonie, ce pauvre Christou. Il n'est pas en forme. On a vu ses veines gonfler, gigoter, frémir comme ça le long de son cou, qui nous fera penser à une scène d'ailleurs de la fin. Et lui, à ce stade, c'est bon. Il le pressent même, il dit quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas là. Il y a une présence qui ne devrait pas être ici. Donc peut-être que même si Jack n'a pas reçu le message d'alerte, lui au moins l'a reçu. Même si ça lui a coûté vraiment quelques points de vie. Et donc il demande à partir. Sauf que l'émission ne va pas le laisser partir, bien entendu. Il ne peut pas partir, car il faut qu'il reste pour le clash avec Carmichael qui est prévu. On souligne encore ici la cruauté de l'émission. Cet homme est sur le point de s'évanouir sur scène, sur le plateau. On voit qu'il va défaillir d'un moment à l'autre. On ne le laisse pas partir. Et en vrai, ça a même très peu d'intérêt, parce que Carmichael va arriver, va effectivement discréditer tout ce que Christou a pu faire, mais Christou n'est même pas vraiment en état de répondre. Il tente des réflexions, il tente des réponses, mais de toute façon, il n'ira pas très loin, parce qu'il va être pris de convulsions. Il va essayer de partir, il va s'écrouler, et là, il va vomir comme ça un jet de liquide noirâtre sur le plateau, dans la direction de Carmichael. Et c'est seulement là qu'on l'évacue en urgence. Donc vraiment, il faut mourir sur scène pour quitter la scène.
Les caméras se braquent sur Jack, qui est là, livide, maintenant seul face à la caméra. Il comprend peut-être que quelque chose ne tourne pas rond, mais il choisira d'ignorer cette mise en garde. Et ce ne sera pas la première qu'il ignorera ce soir. Et donc sortie de scène de Christou, qui ira tout simplement mourir dans une ambulance, on l'apprendra plus tard. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir si Christou est un fake ou non. Et clairement, il a pressenti quelque chose qui sera confirmé par la suite. Il n'a pas eu tort. Mais en même temps, on ne peut ignorer toutes ces manigances et tous ces mensonges, ainsi que toutes ces stratégies qu'on a dévoilées par la suite. Peut-être que Christou s'est tout simplement fait posséder. Il a peut-être une sensibilité au surnaturel, même si cette sensibilité doit être gonflée, déformée, amplifiée pour lui permettre de l'exploiter sur scène, parce que généralement il ne doit pas se passer grand-chose, il n'y a pas grand-chose à capter, qu'il doit créer, inventer des messages, mais peut-être qu'il était assez susceptible pour pouvoir se faire posséder par Minnie. Même si le doute persiste, parce que lorsqu'il reçoit le message, la façon dont il se contorsionne et dont les veines de son cou se gonflent, eh bien ça va rappeler la scène de possession de Lily par la suite, qui décrit, elle, une entité qui se tortille pour pénétrer sa tête, et c'est vraiment l'image qu'on en a. Donc peut-être que Christou, en se prétendant ouvert à la communication extradimensionnelle, a provoqué les entités d'une certaine manière. Et ces entités se sont senties obligées et l'ont possédé. Peut-être même que ça s'est fait à tour de rôle. Minnie, dans un premier temps, essayant de prévenir Jack du piège qui lui est tendu, et l'entité comprenant le danger que représente Christou dans ce potentiel qu'il a de dévoiler des messages d'une Minnie qui est inquiète, d'une Minnie qui essaie de contrecarrer ses plans, se disant donc qu'il faut se débarrasser de Christou et qui va le posséder et qui, comme par hasard, vomit sa bile vers Carmichael. Bon, c'est peut-être la présence diabolique qui crache son venin à la gueule du sceptique. Mais dans tous les cas, que ce soit via Minnie ou via l'entité, la figure de Christou reste celle d'un pantin. Donc Christou qui s'écroule et qui est évacué, et pendant une autre pause publicitaire, c'est là qu'un membre de l'équipe apprend à Jack effectivement que Christou vient de mourir à l'hôpital. Donc une hémorragie interne fulgurante. Et à ce moment-là, encore une fois, on voit qu'un silence s'abat sur lui, mais il apprend de notre côté que le taux d'audience est en train de monter. Les gens doivent être en train de s'appeler à cette heure tardive de la nuit pour se dire « mais regarde l'émission, il se passe des choses de dingue ». Et donc, ce qui est bien engagé exige de continuer. Et Léo Fisk, là, le producteur de Satan, c'est le premier à venir souffler à Jack qu'il faut reprendre. Parce que plus le chaos grandit, plus les téléspectateurs restent scotchés à l'écran, plus ils appellent d'autres téléspectateurs pour leur demander de regarder l'écran. En gros, plus ça dégénère, plus ça génère. Et donc, lorsque l'émission reprend, il est hors de question de laisser les tensions retomber. Donc, au contraire, on va les exacerber. Et Carmichael, malgré l'horreur qu'il vient de voir, il va se rengorger encore plus dans son scepticisme. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas tout de suite prévenu de la mort de Christou. Et il présente ce qu'il vient de voir comme étant un exercice de régurgitation extrême. Mais vraiment extrême, parce qu'il a vomi sur 4 mètres l'autre. Mais pour lui, ça reste de la mise en scène. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a aucun scrupule par la suite à railler les prochaines invités, donc qui seront June et Lily, qu'il va accuser d'exploiter la crédulité du public pour, encore une fois, vendre des livres, surfer sur la panique sataniste. Et là, quand même, se gonfler parce que lui aussi surfe sur cette vague. C'est juste qu'il est peut-être dans le tube de la vague, c'est tout. Mais il se donne comme ça une supériorité morale. Voilà, il se drape comme ça de la dignité du pourfendeur de faux prophètes. Mais c'est que du pipeau. Et ce qui est cocasse, c'est que je trouve qu'il va tellement bien tenir son rôle que même Jack finira par être exaspéré par l'arrogance de Carmichael. Alors qu'en fait, ce dernier joue juste le rôle pour lequel il a été invité. Il le joue à la perfection. Mais devant le cumul de preuves, on va voir un Jack qui perd sa neutralité. Il est censé quand même assurer une certaine neutralité dans les débats, en tout cas être la figure de ces neutralités pour permettre donc un échange équitable des débats. Et on voit qu'il bascule de plus en plus, parce que quand même, il y a un moment donné, il comprendra que quelque chose ne tourne pas rond dans cette soirée. Les signes vont se multiplier et elles ne sont pas que de l'ordre des invités, elles sont même dans le décor. Il va y avoir comme ça des phénomènes électriques, électrostatiques, avec des fritures à l'écran, des interférences à des moments clés, qui suggèrent à chaque fois un dérèglement, un court-circuit entre le réel et le surréel. Ça rappelle un peu Toby quand enfin il essaie de se manifester dans notre dimension, dans la série des Paranormal Activity. Une scène qui accentue pour moi vraiment ces dissonances, c'est à l'introduction de l'émission, Gus va jouer quelques notes sur un thérémine. Donc c'est un instrument qu'on manipule comme ça sans contact, juste en bougeant les mains autour, par des gestes d'un champ électromagnétique autour de l'appareil. Et ça permet de faire une musique qui est très hors de ce monde. Une musique d'ailleurs, une musique hantée. Un peu ouh, voilà, un peu comme ça. Ouh, quelque chose dans ce sens-là. Et cet appareil, à un moment dans l'émission, il va se mettre en marche tout seul. Et il va émettre par contre un son non plus envoûtant, fantomatique, intrigant, mais plutôt un son strident et insupportable. Comme si c'était un écho des forces invisibles qui sont juste sur le point de se déchaîner. Et je trouve que le thérémine marche vraiment très bien comme une allégorie de cette manipulation à distance. Parce que justement, on le manipule à distance, cet appareil. Et je trouve qu'il symbolise, à travers juste ces deux moments, la perte progressive de contrôle face à des entités invisibles qui vont tout faire dégénérer. Et bien entendu, quand l'appareil va partir en cacahuète, c'est Carmichael qui vient le débrancher. Voilà, les rôles sont encore une fois bien posés. Alors on a compris, le chaos amorcé par la chute de Christou doit être rapidement résorbé. Donc l'émission doit continuer, et c'est alors qu'entre en scène June,
donc la parapsychologue, pour présenter au public sa patiente Lily Dabo, qui est, on ne le sait pas encore, le véritable catalyseur de l'horreur à venir. Alors, la façon dont Jacques accueille ces deux nouvelles invitées est particulière. Alors, il fait la bise à June, alors qu'elle lui tendait la main, ce qui semble même un instant la gêner. Puis, ils se retournent tous les deux pour chercher Lily du regard, Lily qui devrait suivre juste après June, mais que June a tout simplement oublié derrière elle, pour foncer sur scène. Et je trouve que c'est un moment assez révélateur de leur rapport. Mais soit tout le monde rigole, c'est un accident, c'est pas grave, et quand arrive Lily, Jacques lui serre la main avec une déférence qui lui échappe. Il semble presque se prosterner devant elle, même s'il s'incline vraiment juste à peine. Mais il a un air faussement amusé, mais on dirait qu'il s'incline tout du moins, comme un aveu voilé de ce qui le lie vraiment à elle, ou plutôt de ce qui le lie à ce qui est en elle. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers vraiment juste cette petite scène d'introduction? On va apprendre par la suite que Jacques a effectivement une liaison, ou en tout cas a eu une liaison, avec June, qu'il a rencontrée suite à la publication de son ouvrage, donc Conversation avec le diable. Cet ouvrage avec ce titre putaclic est consacré au cas de Lily. Donc ce sont des échanges entre June et Lily, et c'est vraiment un coup éditorial qui met cette pauvre enfant sur le devant de la scène. Et je ne vois pas en quoi ça va aider à sa réhabilitation. Alors non seulement ça la met au devant de la scène, mais en plus elle la ramène sur scène. Elle dévoile le visage de cet enfant au spectateur, elle dévoile le visage de cet enfant au monde. C'est une démarche absolument insensée venant de la part de June qui est censée... Elle n'est pas que parapsychologue, elle est la tutrice qui est censée soigner Lily. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle n'a pas juste ramené comme ça parce qu'elle s'intéresse à elle, etc. Non, on a littéralement, alors je ne sais pas qui est on, quelqu'un a confié cet enfant qui a survécu au suicide collectif d'une secte à une parapsychologue qui l'a ramené sur un plateau télé. Donc il y a 2 personnes à virer ce soir. Et donc qu'est-ce qui ramène June sur ce plateau ce soir-là? C'est sans aucun doute Jack qui a réussi à la convaincre que c'est pour le bien du public, que c'est pour l'avancée de la science, c'est pour sensibiliser les consciences sans doute, mais c'est avant tout pour son audimat. Alors la petite, je pense qu'on lui a rien demandé, même si elle a l'air contente d'être là. Alors elle est contente comme une enfant, mais il y a sans doute un autre plan derrière, parce que Lily c'est tout simplement l'avatar en puissance du démon du spectacle, donc ce démon Abraxas. Et ce démon, Jacques s'est prosterné devant lui lors d'une cérémonie secrète du bosquet. Et sans le savoir, il reproduit inconsciemment cet acte de déférence. Alors ces petits clins d'œil, ces petits moments comme ça de la mise en scène m'ont vraiment plu, car ça permet d'enrichir comme ça les dynamiques entre ces différents intervenants, dynamiques qui ne sont pas si simples. La dynamique juste entre June et Lily, elle est quand même assez particulière. On sent que June se veut rassurante, elle est presque maternelle, elle traite cette émission comme si c'était une réunion de famille. Alors on peut lui accorder le bénéfice du doute, et penser qu'elle croit sincèrement éveiller les masses, et qu'elle n'utilise pas Lily juste pour avancer sa carrière. Mais malgré tout, elle reste hyper cliché. Alors elle est juste peut-être naïve, mais quelque chose sonne fou. Et ce qui fait qu'elle semble plus préoccupée par sa crédibilité d'experte que de tutrice qui devrait se focaliser sur le bien-être de la petite. Et donc on n'est pas sûr de ce qu'elle croit atteindre à travers ce stratagème. Elle s'est quand même dit, c'est quand même incroyable, que quoi de mieux pour la réhabilitation de cette pauvre enfant, qui a été embrigadée très tôt dans une secte, qui est traumatisée, qui est clairement socialement inapte, n'ayant pas l'habitude de converser dans une société, on va dire, normale, quoi de mieux que de la jeter en pâture dans une émission live devant des spectateurs hilars et en quête de sensations fortes. C'est pour ça que je pense que si Jacques et son émission sont l'incarnation du diable, June n'est pas loin du trône. Et c'est peut-être elle, justement, qui arrive avec ses gros pavés de bonnes intentions sous les bras. Mais très clairement, après cette émission, si cette émission s'était bien finie, elle devrait être alliée, clairement. Ou en tout cas, la garde de la petite devrait lui être retirée. Et à ce propos, d'ailleurs, la petite Lily, donc une gamine de 13 ans, bien sûr qu'il fallait qu'elle ait 13 ans, c'est peut-être justement le moment où elle atteint cette maturité, où enfin le plan du diable peut passer en action. Donc l'âge n'est peut-être pas anodin. Alors elle est là, elle est gentille, elle est frêle, elle est un peu raide sur sa chaise les premiers instants, elle sait pas trop comment se mettre, et elle fait gentille écolière. L'actrice joue vraiment très bien parce que son regard semble vide, mais figé en même temps. En fait, c'est comme si elle ne voyait pas ce qu'elle observe, mais qu'elle fixe quand même. C'est un état dans lequel on peut se plonger des fois, on fixe quelque chose mais on ne le voit pas vraiment. Voilà, c'est un peu l'impression qu'elle donne tout le temps. Et je trouve qu'elle annonce déjà par ce jeu, elle annonce déjà sa possession. Dans ce regard double, qui est à la fois curieux et introspectif comme celui d'un enfant, mais qui est en même temps hanté, qui fait des fois malicieux, qui trahit comme ça une présence qui nous échappe, qui est derrière le regard de Lily. Et donc bien sûr ils ont mis des couches, donc Lily Dabo comme Lily Diablo, parce qu'effectivement elle est double. Elle est partagée sans doute entre sa propre conscience et cette entité plus sinistre qui veut prendre le dessus. Et d'entrée de jeu, effectivement, quand elle arrive, elle fixe la caméra droit dans l'objectif, comme si elle nous disait qu'au-delà du show, sa véritable cible, c'est le spectateur, le voyeur planqué derrière son écran qui se croit hors de sa portée. Et donc ce regard a 2 lectures. Effectivement, il y a celui de la gamine qui ne sait pas où se mettre, qui ne sait pas quoi faire, qui regarde la caméra, parce qu'on lui a appris qu'il fallait sourire devant la caméra. Et il y a le diable qui fait, qui se frotte les mains comme ça derrière. Donc j'aime beaucoup cette double lecture qu'on a comme ça à chaque fois des actions de ce personnage. Et donc c'est Jacques qui va la ramener dans le moment présent, en lui rappelant qu'elle n'a pas besoin de fixer la caméra.
Et là, elle va porter toute son attention sur Jacques. Parce que Jacques aussi l'intéresse beaucoup. Et donc, l'émission va comme ça détailler son passé. Donc, on a un reportage. Alors, je crois que c'est June qui a fait le reportage. Qu'elle allait couvrir les actions de donc, la première église d'Abraxas. Donc, qui est une secte secrète, mais qui a quand même laissé des journalistes comme ça faire un reportage sur leurs pratiques. Ça peut paraître assez curieux, mais on peut comprendre après pourquoi ils l'ont fait. On apprend effectivement que cette secte satanique vivait recluse, et malgré leur discrétion, on les soupçonnait quand même de sacrifier des enfants lors de rituels d'invocation. Et effectivement, à l'image, on voit la secte qui prépare ou qui prétend préparer un rituel. Donc on a des jeunes filles qui observent comme ça leur grand prêtre qui prend un couteau, qui le sort et qui se tranche la main. Et donc on nous dévoile les croyances de la secte, et surtout on nous explique que la secte prétend qu'à travers même les images de leur rituel, le plan de l'entité qu'ils vénèrent s'accomplit. C'est-à-dire que les témoins de ces scènes-là sont comme envoûtés, comme souillés à travers ce regard. Et je trouve qu'on revient très bien ici au pouvoir de l'image et à la stratégie par l'image du plan du démon qu'on comprend un peu mieux à la fin. Il nous fait un peu penser à Bougoul dans Sinister qu'on avait couvert au tout début de la chaîne, qui effectivement a comme ça tout un rituel, tout un protocole de possession et de consommation de ses victimes qui passe effectivement par les images flagrantes, des images obscures, des images violentes de sacrifice, perpétrées donc par sa victime, qui vont ensuite envoûter sa prochaine victime, et ainsi de suite créer comme ça une boucle sans fin de possession, de consommation, etc. Alors ce démon-ci, ce n'est pas tant l'image gore qu'on aura, c'est plus le spectaculaire. On le dira d'ailleurs Abraxas, le démon du spectaculaire, Abraxas comme abracadabra. Et donc les adeptes de la secte avaient désigné Lily comme étant le réceptacle idéal pour accueillir cette présence supérieure. Alors on peut sans peine imaginer que c'est la fille du prêtre d'Abo. Et donc, il aurait comme ça offert sa fille à l'entité. Alors, j'aime bien que pour une fois, que cette présence supérieure ne réclame pas forcément un mal. Ça nous change, depuis le début de la chaîne. Toby voulait à tout prix un mal. À chaque fois, les démons veulent posséder des hommes. On comprend ce rôle de l'utilité de l'homme et le démon qui est surtout centré sur ce qu'il va pouvoir faire et ce qu'il peut faire ne peut se manifester complètement qu'à travers une figure homme. C'est ce qu'on a dans Hereditary, ce qu'on a dans beaucoup de films qu'on a couverts sur cette chaîne aussi. Sauf que là, cette fois-ci, notre démon s'accommode bien d'un corps féminin. Alors, assume-t-il par là l'aspect peut-être intermédiaire de ce corps, qui n'a pas tant d'importance que cela, vu que ce n'est qu'un tremplin, ce qui l'intéresse vraiment, c'est-à-dire la masse, ou peut-être qu'il y a par là une cohérence, en fait, un écho à la figure même de ce démon, qui, dans l'idée, se reproduit à travers les esprits, donc il y a presque un aspect de fertilité dans sa figure, comme ça, à se reproduire d'un esprit à un autre esprit, à travers donc les esprits, à travers les masses. Donc, pourquoi pas un démon de la fertilité, quelque part. Je trouve que ça marche bien, il a choisi une fille, cette fois-ci. Là où Toby voulait juste venir et prendre corps dans notre monde, en tant que démon singulier, Abraxas veut conquérir les âmes, conquérir les esprits, et se multiplier, finalement, à travers la masse. Et donc, pour finir avec l'histoire de cette secte, eh bien, sans doute que ces histoires d'enlèvement d'enfants sacrifiés devaient être vraies, parce qu'à un moment donné, là, ils sont cernés par la police, et c'est là qu'ils font le choix de se terminer. Mais ils ont quand même fait le choix d'épargner Lily. Et depuis, Lily est suivie par June, car la pauvre petite se prétend possédée par un certain Monsieur Riggles, qu'on pourrait traduire par Monsieur Tortille ou Monsieur Gigotte. C'est comme ça qu'elle a appelé son démon imaginaire. Enfin, quand je dis démon imaginaire, on comprend très vite de ce que nous explique June, qu'il s'agit soit d'Abraxas, soit d'un mignon, d'un démon mineur qui, sous une allure presque enfantine, va nous faire penser à Toby de Paranormal Activity, dans sa méthode. C'est-à-dire qu'il murmure à Lily des secrets. Elle sait des choses qu'elle ne devrait pas connaître. Et le fait qu'elle les sache sème le trouble. D'ailleurs, avant même l'apparition donc, de M. Riggles sur le plateau, on a June qui confie à Jack que Lily, dans ses nuits, les dernières nuits avant l'émission, avait comme ça des fugues hallucinées où elle murmurait le nom de Jack Delroy. Comme si une connexion antérieure existait, comme si elle le reconnaissait, comme si elle arrivait à percer un peu à jour ce qui a pu se dérouler entre Jack et l'entité. Donc quelque chose semble comme ça émerger des brumes de son traumatisme et de sa possession. Alors en même temps, il est tout à fait possible que la petite était peut-être juste anxieuse à l'approche même de l'émission. Sauf qu'on peut aussi très facilement se dire que M. Riggles, qui la possède, lui susurrait le déroulé du serment de Jack qu'ils ont scellé dans les bois. Et il y a sans aucun doute toute une stratégie derrière tout cela quand Lily va faire preuve, donc, pendant l'émission, de précognition concernant les événements passés, des événements à venir, et on va forcément se demander quelles sont les raisons des confidences du démon. Et là, encore une fois, on peut tout à fait entendre que le démon compte sur les indiscrétions de la petite, qui n'a pas les codes sociaux, donc il balance tout ce qui lui passe par la tête, pour déstabiliser les protagonistes, saper leur morale, afin de faciliter ce qui va arriver. Parce qu'effectivement, il va y avoir du spectacle, et je pense qu'il veut qu'il y ait du spectacle, mais il va aussi déstabiliser June, qui va perdre toute confiance en elle par la suite, alors que c'est elle qui est censée le contrôler, l'exorciser quand il y a besoin. Ce qui va sans doute expliquer les ratés qui vont suivre.
Mais avant tout ça, nous avons encore une autre mise en garde que Jacques va ignorer. Parce que June a beau lui répéter, ce n'est qu'une enfant, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un accessoire de spectacle. Bon, même si je l'ai ramené dans ton émission, que je te l'ai livré, ce n'est pas un accessoire de spectacle. Jacques est galvanisé par l'audience et il est aussi poussé par Léo Fisk, le cynique, et donc il n'entend plus rien. Et il va pousser June à accepter l'impensable. Il va la pousser à invoquer Mr. Riggles en direct. Parce que pour lui, à ce moment-là, c'est un coup de maître qui apparaît devant une véritable démonstration de possession. Vu qu'il faut surenchérir, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce que Christo vient de faire? Eh bien, une possession. Et vu que son public veut du sang, veut du frisson, Jack est prêt à vendre jusqu'à la dernière parcelle de son âme pour offrir ce frisson. Parce que là, il trahit une confiance, il trahit une amie, parce que ce n'est absolument pas ce qui était convenu. Et la pauvre June, eh bien, Jack la jette juste en pâture comme ça face à des millions de spectateurs. Alors elle est prise entre la demande de Jack, demande qui est répétée par le public bien sûr, parce que tout est bien chorégraphié, donc le public insiste aussi, allez, allez, et donc June ne sait plus où se mettre. Et de l'autre côté, elle a aussi Carmichael qui la traite d'escroc et de manipulatrice, donc en fait elle est discréditée à ce moment-là. Et elle a même Lily qui insiste, qui dit « oui, faisons-le, ça peut être fun ». Donc refuser à ce moment-là, pour June, ça reviendrait à admettre une supercherie. Elle est prise au piège. Et donc c'est pour ça qu'elle va accepter à contre-cœur. Et même quand il a gagné, Jacques finit quand même par essayer de la persuader que oui, mais c'est pour la science, hein. C'est quand même, il est formidable. Et c'est peut-être le bon moment pour faire le point sur la personnalité de June. Et une incompréhension que j'ai quant à la mission qu'elle s'est donnée depuis le départ. Je n'ai pas arrêté de le dire, mais on va le préciser maintenant. Concernant June, il y a une confusion, ou du moins une ambiguïté que le film décide de ne pas trancher. Elle se présente comme une parapsychologue. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire comme une scientifique qui s'aventure sur des terrains où la science traditionnelle demeure impuissante. C'est l'idée. On va le dire d'ailleurs, vous vous présentez comme une parapsychologue, elle dira « je suis une parapsychologue ». Elle va nous définir ce que c'est. Elle nous dit qu'elle s'intéresse à des phénomènes que la science actuelle est incapable d'expliquer. La télépathie, les expériences de sortie du corps, la télékinésie, déplacer des objets à distance, la clairvoyance, connaître des choses qu'on ne devrait pas connaître, voir des choses à distance, voir des choses dans le passé, etc. etc. C'est cela sa matière. Explorer ces zones obscures, non pas en les réfutant ou en les niant, ou en leur prêtant des explications surnaturelles telles que des démons, mais en les abordant avec un outillage méthodologique, en les soumettant dans la mesure du possible à une certaine rigueur, à une prétention scientifique. Et elle le dit elle-même, parce que Carmichael se fout de sa gueule à ce moment-là, elle dira que chaque fois que la science a accompli un grand bond en avant, cela s'est produit au prix du ridicule, du scepticisme et du rejet. L'histoire, notre histoire, il faut lui donner raison, est jalonnée de moqueries à l'encontre de ce qui, plus tard, devient la connaissance admise. Et pour elle, la parapsychologie, c'est peut-être juste ça, c'est la science de demain. Une avancée encore inavouable, moquée, mais inévitable. Jusqu'à là, je la suis. Elle peut sembler relativement cohérente. Et très vite, un paradoxe surgit. Parce que lorsque Jacques lui demande si elle s'intéresse à la possession démoniaque, elle rejette ce terme. Elle dit que concernant Lily, il ne s'agit pas de possession, mais d'infestation psychique. Parce que ça, c'est un terme très important dans le champ du paranormal, plus spécifiquement dans la parapsychologie. C'est le psychique qui constitue, on va dire, le noyau, la clé de voûte de la parapsychologie. Il s'agit d'énergie psychique, de manifestations liées au psychisme, d'un dérèglement de l'esprit qui pourrait expliquer les troubles observés par exemple chez Lily. Donc cette énergie, c'est un peu le postulat de départ de la parapsychologie. Et à ce moment-là, on croit comprendre que June n'adhère pas nécessairement à une vision religieuse ou surnaturelle de la possession. Elle considère plutôt que quelque chose se manifeste à travers Lily, quelque chose d'indéterminé, d'énigmatique, mais toujours lié à la psyché humaine. Sauf que cette posture, eh bien, elle bascule rapidement quand Jacques demande à Lily « Alors, tu es possédé par le démon Abrax, ça c'est bien ça. » Mais qui pose ces questions à une gamine de 13 ans? Passons. Quand il dit ça, June le corrige. Non, ce n'est pas Abraxas, c'est un sous-démon, un sous-fifre de... Et là, il nous déroule toute une généalogie démoniaque. Et il explique même qu'il ne faut pas confondre ces entités, car elles tirent leur force de notre propre confusion. Et là, on croirait entendre le père Mérine dans l'exorcisme. Enfin, sauf que Mérine dira justement qu'il n'y a pas 3 démons, il n'y en a qu'un. Faut pas, voilà. C'est Caras qui lui dit attendez mon père, j'ai mes analyses, il me semble qu'il y a 3 démons, etc. Et Mérine lui fait ferme ta gueule, il n'y a qu'un démon, ne l'écoutons pas justement, il essaie de nous troubler. Donc elle ne dit pas exactement ce que dit Mérine, elle semble dire ce que dit Caras, mais elle confirme la présence d'un démon. Et c'est là qu'il y a le brouillard pour moi. Croit-elle vraiment ce qu'elle dit ou pas? Est-ce qu'elle pense que ces démons existent en tant qu'entité autonome, agissant depuis une autre dimension? Donc là, on est dans du surnaturel, ou pas? Parce qu'elle en parle comme s'ils existaient. Alors là où on peut réconcilier peut-être ces deux postures, c'est en se disant peut-être qu'elle agit dans un cadre symbolique, qu'elle utilise comme ça un lexique opératoire, un simulacre de rituel, mais nécessaire pour traiter les symptômes psychiques d'un sujet qui croit lui-même à ces entités. Donc une sorte de placebo. Lily y croit, donc pour sortir Lily de là, il faut jouer le jeu avec Lily. Et le titre de son livre, là, Conversation avec les diables, alors clairement, un titre pareil, pour moi, ça annonçait plutôt une mise à distance critique.
Non pas un dialogue réel avec une entité démoniaque, mais une étude d'un discours, d'un témoignage, d'une croyance, se disant être du diable, et à travers dévoiler vraiment ce qui est en jeu. Donc quelque chose de raisonné, destiné à éveiller les consciences, à démonter les fantasmes autour du satanisme et à replacer les troubles qu'elle observe dans un cadre psychologique. Sauf que ça, c'est moi qui le dis, mais elle ne le tranche pas, ça. Ses interventions semblent de plus en plus suggérer qu'elle adhère à une existence démoniaque réelle. Elle parle de démons comme d'entités précises, différenciées, hiérarchisées, capables de tromper, de manipuler, et ça, c'est pas Lily qui le dit. Donc si elle veut rentrer dans le jeu de Lily, elle n'a pas besoin de détailler à ce point. C'est ça qui fait que son discours m'est profondément ambigu. Donc je veux bien que la seule issue logique qu'elle a trouvée pour guérir Lily, c'est de considérer que même si ces entités n'existent pas réellement, elles doivent être traitées comme telles pour permettre la guérison. Autrement dit, voilà, pour aider quelqu'un comme Lily, il ne suffit pas de rationaliser ou de décréter qu'il n'y a rien. Vous faites des idées, tout ça c'est dans votre tête, il faut entrer dans ce monde mental qu'elle crée, il faut rentrer dans son système de croyances et jouer selon ses règles. D'autant plus vrai que Lily a grandi baignée dans ces systèmes. Et donc il faut adopter les codes de ces systèmes, recourir à des amulettes, à des rituels, à des cérémonies de conjuration. Non pas parce qu'on y croit littéralement, mais parce que ce n'est que dans cet espace, encore une fois symbolique, ce n'est que dans ce paradigme mental que la guérison peut advenir. Et donc ce serait une méthode thérapeutique qui serait basée sur du mimétisme. Mais ça c'est moi qui le tranche comme ça, c'est moi qui le présente comme ça pour faire sens de ce personnage. Parce que ce positionnement n'est jamais clairement énoncé dans le film. Et cela complique la lisibilité de ses enjeux. Parce qu'en plus, si c'est bien ça sa méthode, pourquoi entre-t-elle en conflit avec Carmichael? Parce qu'après tout, je les trouve assez compatibles. Elle ne dit pas que les démons existent. Bah, lui, il dit qu'il n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de raison de s'étriper là. Oui, alors c'est vrai, Carmichael, c'est vrai qu'il incarne avant tout un rationalisme peut-être un peu trop rigide. Pour lui, tous les termes qu'emploie June, possession, exorcisme, voix étrange, etc., tout cela, ce n'est que de la supercherie, des tours de passe-passe, de la manipulation. Il refuse, il nie même la possibilité d'un phénomène psychique inexpliqué. Il n'y a pas de place dans son esprit qu'un trouble mental puisse engendrer des manifestations paranormales. Donc un esprit malade capable de télékinésie, ce n'est pas possible. Quand on lui dit ça, lui il voit des charlatans, des hallucinations, des tours de magie, rien de plus. Là où June, c'est vrai, sans dire explicitement que les démons existent, affirme quand même que quelque chose existe. Au moins une dynamique psychique, énergétique, qui se manifeste à travers des symptômes qui nous déroutent certes, des comportements inexplicables, des phénomènes observables, comme la télékinésie, la clairvoyance ou la lévitation. Et c'est là que Carmichael dit bullshit. Ça va dans sa posture. Pour lui, il est prêt à accepter que Lily est malade. Pour lui, il est prêt à croire que cet enfant croit qu'elle est possédée. Jusque-là, tout va bien. Mais à partir du moment où on lui dit que justement cet esprit malade est capable de lire dans les pensées et capable de déplacer des objets, à partir du moment où on lui demande d'accepter l'existence de ces phénomènes, c'est là que pour lui, on bascule dans de la magie de foire, dans le spectacle, dans l'illusion. C'est peut-être là qu'il y a une distinction entre lui et June. Il y a donc effectivement une opposition quand même. Elle est ténue, mais elle est bien réelle entre les deux. Elle repose sur une divergence de méthode, d'un seuil de l'acceptation, jusqu'où je peux aller dans l'étrange. Et ce n'est pas tant une opposition idéologique franche. June considère qu'il faut parfois jouer dans le système symbolique du sujet pour le soigner, et Carmichael pense qu'il faut coûte que coûte la ramener sur les rails de la réalité, c'est tout. En comparaison, le contraste entre Carmichael et Christou était beaucoup plus tranché. Christou, lui, affirmait concrètement l'existence des esprits, des revenants, d'une communication possible avec les morts. Ce n'est pas du psychique, ce n'est pas du symbolique, c'est réel, ça existe. Là où Carmichael nie tout, Christou croit à tout. Et entre ces deux pôles, June est peut-être dans cette position floue, plus trouble. Elle ne crée pas une troisième position qui est très ancrée, je trouve. Il aurait fallu qu'elle appuie, qu'elle démontre et qu'elle maintienne son approche scientifique. Elle ne le fait pas. Elle semble nous dire en même temps, non, les démons n'existent pas comme des entités objectives, mais dans la tête des possédés, ils existent bel et bien. Ils produisent des effets réels, perceptibles, mesurables. Et ça reste encore du paranormal. Donc c'est une perturbation de la psyché humaine dont les manifestations sont tangibles, effectivement, mais il ne faut pas aller loger la cause ailleurs. Il ne faut pas aller dire que ce sont des entités démoniaques. La science n'a rien à faire avec les démons, à ce que je sache. Mais voilà, en gros, c'est la dynamique qui se joue autour du personnage de June. Elle flotte entre ces deux mondes, entre la science et le mythe, entre la psychologie et la démonologie, entre la rigueur dans la méthode et, on va le voir tout de suite, le recours au rituel. Et le film délibérément entretient cette ambivalence. Et c'est peut-être pour ça que son indécision va lui coûter cher en fait. Parce que June n'a pas d'assise claire, n'a pas une conviction inébranlable à laquelle elle peut se raccrocher. Et ce flottement, ce flou, cette mollesse dans ses prises de position, ça la rend vulnérable. Ça la rend perméable à l'influence extérieure. Et il se trouve que là, elle est sur un plateau où il n'y a que ça, que des jeux d'influence. Et donc, sous la pression conjointe de Jacques, du public, là, en effervescence complète, des comportements ambigus de Lily, qui dit « Mais allons-y, June, il faut le faire », et des provocations constantes de Carmichael, elle finit par franchir des limites qu'elle s'était pourtant fixées.
À chaque fois, ils vont la pousser toujours un peu plus dans ses retranchements. Et elle se laisse entraîner, presque malgré elle, certes, mais entraîner toutefois à des actes qu'elle ne cautionnait pas, à commencer par l'invocation explicite de M. Riegel sur scène, sur un plateau qu'elle ne contrôle pas, dans un espace qui n'est pas celui peut-être plus sécurisé de l'asile où elle doit se prêter à ce genre d'exercice d'habitude. Elle passe à l'acte et on peut très clairement interpréter ce premier geste de sa part comme une trahison de sa posture initiale, ou comme le point de rupture où sa rigueur cède, et il n'y aura pas de retour. Et donc on prépare la scène, et sous des lumières blafardes, on peut tamiser, June va hypnotiser Lily. Lily qu'on a installée dans une chaise avec des sangles de contention fixées au poignet, et elle ferme les yeux. Elle somnole, sa tête bascule à l'avant comme ça, et on ignore complètement la métamorphose en cours, on la devine mais on l'ignore, mais elle nous est cachée par sa chevelure qui tombe devant son visage. Et ça, j'aime beaucoup, ça fait penser à The Ring, parce que cela augmente beaucoup la tension avant la révélation. Et donc la petite murmure d'abord, de sa petite voix, et puis soudain son timbre change, plus grave, plus rauque. Les spots vont vaciller un peu, et l'image va afficher ces glitches étranges dont j'ai parlé tout à l'heure, comme si la réalité, la bande magnétique s'est déchirée. Quelque chose se fissure, quelque chose est en train d'arriver. Et là, Lily relève la tête, et on a un murmure d'horreur dans le public. Elle est effectivement méconnaissable. Ça reste une version soft, mais quand même tout aussi macabre de Regan dans L'Exorciste. Elle est tuméfiée, boursouflée, blessée. Et elle est d'abord étonnée de découvrir le public. Elle lui fait « Qu'est-ce que je fais là? Comment tu fais, June ?» Et c'est littéralement ça, le démon, l'entité, a l'air même limite apeurée ou peut-être faussement confuse. On dirait qu'elle se sent trahie. « Comment as-tu pu me faire ça, June ?» Sauf que ce n'est pas la première fois que June le fait. On ne peut certainement pas croire que le démon soit apeuré à l'idée d'apparaître en public. Donc je me dis que c'est peut-être encore une fois une manipulation, quelque chose qui est censé déstabiliser June et la faire culpabiliser en la faisant croire, et d'ailleurs c'est le cas, qu'elle a abusé de son autorité et que là en ce moment elle abuse de la pauvre Lily en la mettant dans cette situation. Et donc June va essayer de la rassurer. Ça m'a fait rire ça parce qu'elle lui dit « Nous ne te voulons aucun mal, nous t'avons invoqué pour tenter de mieux comprendre ton but, tes motivations. » Et donc quand elle dit ça, le démon, ou Lily démon, on va l'appeler le démon Lily démon semble se reconcentrer. Et là, on dirait qu'il réalise où il est, on dirait qu'il réalise surtout qui est là, et il dira, il est là, n'est-ce pas? Et bien sûr, il parle de Jack. Et là, il va commencer à révéler ses vérités, à éventer les secrets, tout simplement à distiller son poison chez les personnages présents. Et je ne parle pas que de Jack et de June, mais je parle aussi de Carmichael, mais aussi du public. Et sa voix est troublante parce qu'elle est double. C'est un montage classique qu'on peut avoir dans ces cas de possession. Donc on a deux timbres comme ça superposés. À cela, on rajoute le regard belliqueux, le ton menaçant. Donc ça la rend assez intimidante, certes, assez effrayante, mais en réalité, ça contraste complètement avec la manière dont elle attaque ses victimes. Elle a des attaques à la fois puériles et tordues, comme si l'enfance de Lily, côté enfantin innocent, était contaminée par quelque chose de vicié. C'est pour ça que quand il révèle à Jack que June le trouve très beau, qu'ils ont eu une affaire, et que June lui demande de sa terre, il se met à chanter, alors une comptine bien connue, c'est Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. C'est Jack et Jill sont allés en haut de la colline pour chercher de l'eau, etc. Mais elle la déforme en une version obscène. Et dira Jack and June went up the hill to fuck each other's brains out. Donc Jack et June sont allés en haut de la colline, mais pour baiser jusqu'à plus soif. Et cette corruption de l'imaginaire enfantin, je trouve qu'elle rappelle assez bien la stratégie du démon Pazuzu dans L'Exorciste. Il faut altérer l'innocence, polluer les références familières, injecter de la vulgarité là où on attendrait plutôt de la naïveté de l'innocence. Ça marche encore mieux pour déstabiliser la véritable cible du démon qui n'est pas celui qu'il possède, mais ceux qui veulent aider la victime, la posséder. Donc là, c'est la même chose, c'est la même stratégie en fait, une dégradation obscène de chansons comme ça qui sont vraiment du registre enfantin. C'est pour ça que ça rend ce moment à la fois grotesque, mais aussi profondément dérangeant. Je n'ai pas écouté la VF, mais à tous les coups, la VF faudra faire « Il fourre et fourre le curé des Bois Jolis ». Ce serait le meilleur équivalent, je trouve. Et donc le démon est méthodique. Il s'attaque d'abord à Jack, il insinue le connaître intimement et de longue date, et évoque une rencontre sous les grands arbres, où on a compris qu'il s'agit sans doute de la nuit où Jack a pactisé pour sauver sa carrière. Donc c'est une flèche pour Jack, puis ensuite il parle de la lésion cachée entre Jack et June, donc une flèche pour June, ce qui explique aussi au passage que Jack ait pu convaincre June de se prêter à l'émission, sans doute, ce que June doit amèrement regretter à l'instant. Mais à ce moment-là, j'ai quand même un problème, ce rapprochement, je trouvais qu'il était de trop. Parce que quand je dis c'est une flèche pour June, finalement c'est une flèche pour June et Jack, ce couple, cette liaison cachée. Et j'ai eu l'impression à ce moment-là que ça faisait factice, ça faisait fou, ce couple-là entre Jack et June. On aurait presque dit qu'il était là pour que le démon ait des choses à dévoiler, mais ça ne me semblait pas du tout nécessaire. Parce que concrètement, le démon les tient tous les deux. Il les tient à travers un vice qu'ils ont en commun, qui est assumé chez l'un et qui est teint peut-être de mauvaise foi chez l'autre, le désir de célébrité, l'envie de succès. Jack s'est mouillé avec la secte pour la gloire, et cela lui a coûté Madeleine, même s'il semble l'ignorer encore. Et June, derrière l'hypocrisie de vouloir faire avancer les consciences, elle expose une patiente fragile, enfant, dans cette scène pour sa gloire personnelle. Elle la sacrifie aussi, même si elle refuse de l'admettre. C'est pour ça qu'on peut la soupçonner d'être de mauvaise foi.
Et je trouve que rien qu'avec ça, le démon a assez d'éléments pour les mettre tous les deux dos au mur. Leur relation cachée qui vient se rajouter à cela n'est ni crédible ni nécessaire. Elle n'apporte rien de plus. Déjà qu'on ne reconnaît aucune affection sincère entre les deux, mais je trouve qu'en plus, cela affaiblit le drame du décès de Madeleine. Jack a quand même gardé sa bague de mariage, ce qui prouve qu'il n'arrive vraiment pas à se remettre de ce décès, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir une liaison avec June, une parapsychologue qui commence à faire parler d'elle, pour ensuite l'inviter sur son émission. Ça paraît un montage casse-gueule quand même tout cela. Ce n'est absolument pas nécessaire. Cette première apparition du démon, elle nous rappelle Regan dans L'Exorciste. Les dossiers que révélait Regan faisaient vraiment mouche parce qu'elle touchait là où ça faisait mal, là où se logeait le doute chez l'autre. La foi chez Carras, la maternité chez la maman de Regan. Et donc dans cet esprit, Lily aurait pu mieux travailler Jack. Elle aurait pu un peu mieux toucher June et même le public planté comme ça derrière son voyeurisme. Elle est, il ne faut pas l'oublier, elle est la brebis sacrificielle. Et donc sur cet autel, elle est tout à fait capable de se retourner et de pousser tout le monde à se questionner. Leur faire se questionner dans ce qu'ils ont demandé à voir, à considérer l'état dans lequel elle est, à cet instant-là, pour leur amusement personnel, pour leur carrière personnelle. Elle est défigurée, elle a les yeux envoûtés, gonflés, la peau fendillée. Encore une fois, une version soft, certes, mais quand même assez morbide, de transformation de Regan dans L'Exorciste. Et sur une gamine de 13 ans, c'est juste affreux à voir. Elle aurait même pu prendre la voix de Russell Crowe et se tourner vers le public et dire « Are you not entertained ?» quelque chose comme ça. À la place, elle nous parle de relations cachées. En tout cas, ça fait mouche parce que June va la gifler, quand elle dira justement que Jack et June sont allés en haut de la colline pour baiser jusqu'à plus soif. Et June lui dit « Tais-toi » et il lui met une claque. C'est quand même incroyable. Elle est quand même censée être la tutrice de ces pauvres enfants. C'est encore une belle démonstration du professionnalisme de June. Qui l'a embauché? Il me faut des noms là. Et donc c'est dommage, on fait craquer June sur cette relation cachée, alors qu'il faudrait la faire craquer sur le rôle qu'elle se donne, ce qu'elle prétend être devant la télévision, et la pousser dans ses retranchements sur ses croyances, sur la nature même des phénomènes paranormaux. Non, à la place on parle du couple avec Jack, et en plus Jack semble complètement s'en foutre. Une fois qu'on révèle sa liaison, ça ne semble pas plus le déranger que cela. Et en plus on ne le mentionnera à aucun autre moment. Je sais pas moi, Léo Fisk aurait pu s'approcher de lui en disant « Alors comme ça tu l'as... vous êtes... Non, personne n'en parlera. » Bon... Le démon a quand même marqué quelques points. Il a déstabilisé June, je crois que c'est ce qu'il voulait. Il a fissuré l'assurance de celle qui est peut-être la seule capable de le révoquer. Et surtout, il a éveillé l'intérêt de Jack. Et Jack, il fonctionne à l'intérêt. Juste ce qu'il faut toujours pour s'assurer qu'il poussera les choses encore plus loin. En faisant de lui le pantin idéal qui continuera à manipuler June et ce faisant, contribuera à l'affaiblir encore plus. D'ailleurs, au passage, je disais tout à l'heure que Lily envoie des flèches à tout le monde. Bah oui, au passage, elle cloue le bec à Carmichael. À un moment, on voit quand même que là, il a un doute. Il commence à transpirer. À mesure que Lily se transforme, ces sarcasmes, on ne les entend plus. Lui qui interrompait tout le monde tout le temps. Il va même commencer à avoir des moments de gêne face à Lily. Ce qui ne veut pas dire qu'il est convaincu, mais il est clairement perturbé. Et donc après avoir poussé June au point de rupture et s'être mangé la gifle, le démon Lily va clôturer son numéro sur un petit spectacle. D'abord, June va tenter de l'exorciser, après que le démon lui ait fait un jumpscare, parce qu'après la gifle, il se fait semblant de pleurer, elle se rapproche pour le consoler, et là, il fait semblant de la mordre. Et donc là, June décide qu'assez c'est assez, que ça va 2 minutes les conneries. Elle sort un médaillon et elle récite dans un latin dégueulasse « Va des rétro satanas, sunt mala cae libas ». Va-t'en Satan, ce que tu offres est mauvais. Donc maintenant, avoir que ça, c'est Satan. Pourquoi pas. Venant de la meuf qui, 5 minutes plus tôt, disait « Attention, c'est un sous-fifre d'Abraxas, il ne faut pas les confondre, les termes ont leur importance, maintenant tout le monde sait Satan. » Bon, peut-être que Satan veut dire démon en général. Pourquoi pas à la rigueur. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça reste une façon de rejeter les séductions du mal, ces fameux cadeaux empoisonnés qui ne disent pas leur nom. Où effectivement, on a bien vu, tout se joue sur le charme, la manipulation et la promesse de puissance ou de vérité. Donc pourquoi pas cette petite phrase-là pour l'exorciser, lui dire que ce qu'il offre ne nous intéresse pas. Sauf que à ce moment-là, encore une fois, lorsque June prononce cette prière, elle tente clairement un rituel d'exorcisme s'appuyant sur une tradition religieuse ancienne. Ce qui, encore une fois, est paradoxal pour une parapsychologue censée se situer hors du religieux, mais bon, nous en avons déjà parlé. Ce qui est encore plus drôle ici, c'est que le démon Lily, il éclate de rire. Et moi aussi, j'ai bien ri à ce moment-là parce que, bon, déjà à cause du latin tout pourri de June, mais surtout à cause de l'expression du démon Lily, qui regarde autour d'elle comme pour prendre le public à témoin, comme si elle disait « Non mais elle est sérieuse celle-là, elle m'invoque alors que je n'ai rien demandé, me dit qu'elle ne me veut aucun mal, qu'elle veut juste me comprendre, et j'ai à peine dit 2 phrases que je me mange une salade de phalanges, et maintenant elle me dit de foutre le camp, et que ce que j'ai à offrir ne l'intéresse pas. Ce que j'ai à offrir, mais qu'elle m'a demandé, c'est bipolaire. » Alors que c'est elle-même qui... Donc là, le démon, c'est carrément une victime, en fait. Il ne dit pas tout ça, mais c'est tellement ce qu'on pense à ce moment-là. Mais quelle cruche, cette parapsycho de mes deux, là. Et donc, pendant que June poursuit son exorcisme improvisé en latin, le démon se met à l'imiter. Ça aussi, c'était très drôle. Parce que le démon répète les mêmes mots qu'elle, mais sur un ton moqueur, comme pour souligner le vide absolu derrière la formule.
ce n'est pas une prêtresse. C'est une scientifique qui mime, qui se projette dans l'exercice du rituel d'exorcisme, qui n'est légitime que dans la mesure où il est exercé par un prêtre. Ce qu'elle fait là, c'est une parodie. Donc quand le démon répète ce qu'elle dit, je trouve qu'il désamorce immédiatement ce qui aurait dû être une invocation sacrée. Et ça démontre bien que chez June, le rituel n'est pas soutenu par une véritable foi, et encore moins par une autorité véritable. Elle pourrait aussi bien lire une recette de cuisine à ce moment-là. Ce moment m'a paru très important parce qu'il dévoile l'impuissance de la raison qui se déguise en spiritualité. June, qui refuse les dogmes religieux, se retrouve contrainte d'y recourir, mais sans y croire elle-même. Bien sûr que le démon s'en amuse. Et donc, quand elle comprend cela, quand elle est dépourvue de moyens concrets d'action, elle va tenter, je parle toujours de June, elle va tenter de prendre le dessus. Mais c'est incroyable. Elle va crier plus fort que le démon pour le réduire au silence. Elle essaie de l'intimider. C'est extraordinaire. On glisse vers une logique d'affrontement sonore. On est sur une rap battle. C'est du théâtre. Et ça révèle vraiment le fond du problème chez June. Cette séquence qu'elle nous offre n'est pas un rituel sacré, mais une bataille d'ego en pleine émission de divertissement. La confrontation qui devrait être solennelle tourne à la caricature. Et elle expose assez justement l'échec de June à maintenir une posture scientifique cohérente. Elle mélange trop de choses là. Elle nous crée un ragoût avec tout ce qui traîne. Et donc il n'y a rien de solide. Quand elle se met à gueuler, le démon, il va se barrer effectivement, mais pas parce qu'il est intimidé ou parce qu'il obéit, mais il semble vraiment en avoir marre. Donc il n'est plus du tout amusé par cette mascarade, donc il va se tourner vers Jack. Et ça aussi c'est révélateur, c'est que June n'a plus d'intérêt à ses yeux. Donc c'est Jack qui le regarde à ce moment-là et il lui lance un reproche glacial. C'est comme si le boulot avec June s'était fait. C'était bon, elle est vidée. C'est une bouffonne à cette heure-ci. Donc il retourne sur Jack et lui dit « Comment as-tu pu laisser faire ça ?» Un petit clin d'œil au sort justement de Madeleine suite au contrat de Jack. Et j'ai bien aimé ce moment où déjà on passe par-dessus June, on la dépasse, ce qui montre vraiment qu'elle est devenue peu pertinente dans cette histoire, pour rappeler une première trahison, la trahison initiale, qui est à l'origine même peut-être de cette émission, celle de Jack vis-à-vis de sa femme. Et donc là, encore une fois, on a un démon qui fait ce que j'aime beaucoup dans les films, c'est-à-dire qu'il cuisine avec ses épices préférées, et l'une de ses épices, c'est effectivement la culpabilité humaine. Et donc là, Lily reprend conscience, brièvement, parce que clairement, le démon n'a pas été chassé. Il s'est barré parce que ça l'amuse plus, je pense, mais il est toujours là. Et là, la chaise se met à léviter, ce qui est bien un signe que le démon est toujours dans les parages. Et donc la panique s'empare de Lily, on peut comprendre. Hein. Les équipements électriques s'en mêlent, tout s'affole, ça grésille de partout. Gus le bouffon est en PLS, Carmichael il s'est fondu dans le décor, tout se dérègle. Et quand enfin la chaise retombe au sol, Lily est juste dévastée. Et ça impacte June quand même, qui semble effondrée, non seulement d'avoir été dépassée, sans doute, hein, que là elle s'est clairement très mal illustrée, mais surtout d'avoir été instrumentalisée et de s'être laissée compromettre dans un processus qu'elle croyait pouvoir maîtriser. Il y a encore une fois un jeu de pouvoir comme ça qui est en place, et elle qui s'accroche de manière assez vaine à ce pouvoir, même au moment où il est évident qu'elle l'a perdu. Cette scène est vraiment un moment pivot. Ce qui était peut-être jusque-là une émission de variété sulfureuse bascule dans un rituel du chaos. L'émission est devenue, sans le savoir, le reflet même de la secte. Ils viennent littéralement de sacrifier une jeune enfant au dieu du spectacle. Faut imaginer 2 minutes, si on oublie le film et qu'on le voyait sur scène, qu'on le voyait chez Hanouna, mais ce serait inacceptable. Une pauvre enfant de 13 ans qui lévite sur une chaise, qui retombe, qui boursouflée de partout. Bon, son visage reprend sa teinte naturelle. Mais non, en fait, on n'a pas envie de voir ça, je pense. Et c'est pour ça que le rôle vraiment de Lily est absolument fondamental. Elle est tour à tour innocente. C'est elle peut-être qui nourrit comme ça notre sentiment de culpabilité. Elle est aussi monstrueuse. Et donc c'est elle qui attire le regard, qui attire cette convoitise du regard curieux. Elle incarne vraiment, je trouve, assez bien toute l'ambiguïté du film. Elle est victime, mais en même temps, elle est aussi quelque chose de plus terrible. Parce qu'on a aussi l'impression qu'elle a participé à ce résultat. Dès le départ, elle ne semble pas réticente complètement à l'idée de se faire hypnotiser. Elle laisse volontiers l'entité prendre le dessus. Et elle trahit même une hâte, une excitation quand ça doit arriver. Là où Regan, dans L'Exorciste toujours, quand elle se faisait hypnotiser, on se rappelle la scène de l'hypnose où elle dit « Je ne veux pas le laisser venir, il me fait peur, il va me faire mal ». Donc elle était encore dans une sorte de résistance, Regan, à ce moment-là. Là, la Lily qu'on a sur scène, c'est la première à dire « Mais vas-y, hypnotise-moi, là, on va les amuser un peu ». Et elle prend ça pour un jeu. C'est pour ça qu'on peut se dire peut-être que son âme n'est plus là. Et donc, pour nous permettre de nous remettre un peu de toutes ces émotions, Jacques, bien sûr, nous renvoie à une pause publicitaire.